Et tout le monde, Amazon Prime Day est de retour. Les 13 et 14 octobre, bénéficiez de 2 jours pour économiser gros sur tout ce que vous aimez. 2 jours pour magasiner votre robot culinaire, pour trouver une nouvelle robe pour maman, pour prendre de l'avance sur vos achats des fêtes. Pour vous, votre famille ou Fido, vous avez 2 jours de solde sur l'électronique et les articles de maison, de cuisine, de mode et des cadeaux. À tous les membres Prime, ne manquez pas Amazon Prime Day, les 13 et 14 octobre. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Personnage important qui est décédé dans la nuit de vendredi à samedi, Denis Tillinac. Denis Tillinac était un écrivain que j'appréciais énormément. J'ai plusieurs de ses livres chez lui. C'est aussi une figure importante du conservatisme français. Conservatisme, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui disait la nation, c'est important, la mémoire d'un peuple, c'est important, les racines, la culture d'un peuple, c'est important. Il s'est éteint. Il a écrit des livres absolument extraordinaires et je crois que c'était un ami personnel de Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Bonjour. Est-ce que c'est un ami à toi? Oui, en fait c'est alors faut pas du premier cercle j'entends, mais on se connaissait bien, très bien. Mon dernier séjour à Paris, par exemple, en décembre, avant les temps pandémiques, il m'avait par exemple prêté son appartement 2 semaines, des trucs comme ça là. Donc j'avais pour lui grande. En fait, d'abord et avant tout, j'étais un de ses lecteurs, hein, c'est la première chose à dire. Je l'admirais depuis très jeune en fait. Et c'était assez. Je me rappelle, c'est une des premières œuvres qui a marqué mon imaginaire intime. Et ensuite, Denis Tillinac avait la générosité des hommes qui transformait un admirateur en ami, en disant ça comme ça. Alors quand on s'est rencontrés il y a quelques années, tout de suite, la relation s'est nouée sous le signe de l'amitié. Et puis on s'était parlé, en début d'année ensuite, tout ça. Ensuite la pandémie s'est emparée de nos vies, mais j'avais pour lui grande affection, j'avais pour lui amitié. Et on était supposés manger ensemble en janvier, on devait remanger ensemble plus tard cette année. Les circonstances en ont voulu autrement. Écoute, Mathieu, je me souviens il y a quelques années de ça, d'avoir lu un texte très positif sur Denis Tillinac. J'ai toujours de la difficulté à dire son nom, Tillinac. Et c'était Pierre Foglia. Pierre Foglia, dans la presse, était un lecteur. Il aimait beaucoup Tillinac. Pourtant, Foglia, on l'associe pas nécessairement au mouvement conservateur. On l'associe pas nécessairement à la droite. C'est que Foglia, ce qu'il aime, lui, c'est les petits villages avec, la petite vie dans les villages, les gens qui ont des traditions ancestrales depuis longtemps, etc. C'était exactement Tillinac, ce qu'il écrivait, là. Ouais, c'est son village d'Aurillac, en Corrèze. En fait, c'est que l'œuvre de Tillinac, tu le disais bien, c'est une œuvre marquée par le souci de l'enracinement. C'est une œuvre hantée par la fin, non seulement de la civilisation, mais des civilisations. Il craignait un monde qui détruirait les repères anthropologiques, les repères symboliques. Un monde où l'homme serait condamné à la nudité existentielle. Un monde où l'être humain serait ramené à une définition très, très, très petite de lui-même. Et il craignait, donc, le déracinement, il craignait la perte du sentiment de chevaleresque dans le meilleur sens du terme. Il redoutait un monde sans transcendance. Il craignait, autrement dit. Et il avait c'est un mélancolique, hein. C'est un mélancolique joyeux et tonique. C'est possible d'être tout ça en même temps. Donc, il y avait ce sentiment que ce que nous avions perdu, nous ne le retrouverons pas. Mais au même moment, Tillinac nous dit, oui, c'est la fin d'un monde quasi plurimillénaire, mais la vie vaut néanmoins la peine d'être vécue plus que tout, parce que sous le signe de l'amitié, sous le signe de la camaraderie, sous le signe de l'aventure, sous le signe de la littérature et dans l'amour des choses qui doivent durer, l'existence est lumineuse. Et ce qui est fascinant, c'est que c'était, on le sait, un compagnon de route pendant longtemps de Jacques Chirac. Alors, oui. Jacques Chirac, c'était un homme politique sur le plan. Il était marqué à droite, mais politiquement, c'est un centriste assez banal, pour le dire ainsi. Mais Tillinac avait véritablement fabriqué une forme de Chirac imaginaire, dont ça comme ça. Il a même consacré un petit livre, Chirac le Gaulois, qui est assez fascinant. Donc là, il voulait, Tillinac, c'était sa manière de participer, je devine, à une époque qu'il jugeait décadente. Il voulait participer à une aventure, une grande aventure, avec des copains à la conquête du monde. Et cette aventure-là s'est appelée Jacques Chirac. Donc, il a grimé mentalement un Chirac aventurier, exceptionnel, alors que tout en sachant au fond de lui-même, et ça traînait ici et là dans ses livres, que
finalement, le Chirac réel était peut-être pas à la hauteur du Chirac tilinacien. Et une fois, je lui avais dit, quand on mangeait, je lui avais dit, tu sais, Denis, tu m'as fait aimer Chirac, mais le Chirac que j'aime, c'est le Chirac de Tilinac. Le Chirac l'était lui-même un peu moins. Puis il m'a dit, oui, je crois que j'en ai embarqué plusieurs dans mon vice. Alors, écoute, une de ces phrases célèbres, c'était: les politiciens ne cessent de nous parler de l'avenir. On s'en fout de l'avenir. La politique devrait s'intéresser au passé et pas à l'avenir. Et c'était très important. Puis, tu sais, des fois, on lève le nez sur la figure du beauf français qui aime la blanquette de veau, son petit Pernod, qui écoute du Michel Sardou, du Johnny Hallyday. Denis Tilinac disait, c'est ça aussi la France. Les films de Jean Gabin, les films de Jean-Paul Belmondo, c'est ça aussi. Mais qu'est-ce qu'on veut que ce soit? Là? Moi, ça me fascine la France. C'est pas un secret, je l'aime à la manière d'une mère patrie ou d'une deuxième patrie, peut-être les deux en même temps. C'est un pays magnifique. Et est-ce qu'on veut que la France, ça soit véritablement une province américaine de plus vaguement francophone, ou on veut que ça soit la civilisation française avec sa conception des rapports amoureux, sa conception du politique, sa conception de l'aventure, sa conception de la littérature? Moi, j'aime la France pour ce qu'elle est. Je serais désolé de voir une France une fois pour toutes colonisée par le poulet frit Kentucky. Ce serait quand même absolument désolant. Et il y avait chez Chirac, pardon, je les mélange, chez Tilinac, une forme d'espérance, néanmoins. Un de ses plus beaux livres, je trouve, qui ne serait peut-être pas celui qui te plairait le plus, c'est Le Dieu de nos pères. Le Dieu de nos pères, c'est un livre où il nous raconte son rapport à la foi, mais au-delà de la foi, il racontait l'empreinte existentielle du catholicisme sur la civilisation occidentale. Et il racontait donc par exemple, le rapport aux cathédrales, le rapport à la culture, comment l'islam devait s'adapter à la réalité du monde chrétien en Occident. Et je te lis le dernier paragraphe, puisque je me suis permis de citer dans ma chronique du Figaro samedi où je parlais de lui. On m'a demandé de lui faire un texte hommage que j'ai fait avec bonheur. Très bon, d'ailleurs. Alors, je me suis réveillé à 6 heures samedi matin avec cette nouvelle-là bouleversée. Et bon, je me suis mis à mon clavier. Alors, je te lis le paragraphe parce qu'il est magnifique. Chaque nuit, je vais marcher avec mon chien sur une route qui longe le cimetière où reposent les restes de mes ancêtres. Je sais au mètre près où ma dépouille les rejoindra. C'est comme si elle y dormait déjà. Autant dire que les contingences ne me pèsent pas lourd. Le clocher de la vieille église s'évertue à donner le change en découpant des morceaux du temps. Mais aussitôt que revient le silence, c'est l'éternité qui grésille sous les étoiles, ou du moins sa promesse d'amoureuse. Je la prends comme elle se donne, rien d'autre ne m'importe vraiment. Alors, il y a quelque chose de Chateaubriand là-dedans. Oui, il écrivait tellement bien. D'ailleurs, c'est drôle, coup sur coup, ces deux figures importantes du catholicisme en France qui se sont éteintes. Michael Lonsdale, le comédien, qui était un fervent catholique et un mystique, et Denis Tilinac aussi, qui n'a jamais caché aussi son amour de la religion catholique, là. Oui, bien, c'est particulier, hein, ce que tu dis, très, très juste. Moi, je l'ai constaté au fil du temps. Le catholicisme en France n'est pas qu'une religion, c'est ce qu'on pourrait appeler le noyau existentiel du pays. On pourrait même dire qu'à certains égards, c'est le socle de notre civilisation. Ça, j'aurais pas de problème à l'affirmer non plus. Mais dans le cas de Tilinac, de Lonsdale, tout ça, c'est qu'ils ont fait de cette espèce de noyau, de cette vie, ils ont fait une œuvre à partir de ça, et pas une œuvre qui semble renfermée, pas une œuvre étouffante, pas une œuvre où on aurait l'impression d'être sous l'empire des grenouilles de Bénissier. Non, pas du tout. Ce qu'on a, c'est une œuvre vivante qui embrasse le monde, qui porte regard, je dirais, sur l'imperfection humaine transcendée par la foi, par l'espérance chrétienne. C'est assez magnifique, en fait. Un autre livre que je me permets de mentionner, de Tilinac, qui est son dictionnaire amoureux du catholicisme, qui est franchement bien. Et pour ceux qui s'intéressent à la politique, parce que c'est quand même une autre partie importante de sa vie, il faut lire absolument Le Venin de la mélancolie, qui est absolument formidable. Et peut-être deux petits livres politiques plus concret, Considérations inactuelles, où Tilinac fait une espèce de série de maximes, de pensées pour un jeune homme, une jeune femme qui serait en désaccord avec l'époque et qui voudrait théoriser, qui intellectualiser son désaccord avec l'époque. Et un autre petit livre très bon. Du bonheur d'être réac. Du bonheur d'être réac. C'est génial, ça. C'est génial, ce livre. J'ai adoré ça. Et là, il nous dit, en gros, réac, prenons l'étiquette qu'on nous colle à la manière d'une injure et brandissons-la. Et là, c'est franchement vivant. Du bonheur d'être réac. Oui, il dit, oui, je suis réac, je m'en cache pas, j'en suis fier, j'aime les petits villages, j'aime les racines de la France, j'aime la mémoire de la France, parce que normalement, c'est quoi le grand pouvoir de la gauche? C'est quoi? C'est de coller des étiquettes
étiquette et dont on cherche à se détacher ensuite. On dit réac. Non, pas réac. Non, je suis pas méchant, je dévore pas les enfants. Alors tu viens là, oui, réac, c'est réglé. Mais bon, c'est dit maintenant. Maintenant, pardon, franchement, vous l'avez votre étiquette. Je vous la donne. Vous avez l'étiquette. Est-ce qu'on peut parler pour la suite des choses? Et là, soudainement, l'homme de gauche est terrifié à l'idée que l'intimidation idéologique ne fonctionne plus. Un autre livre magnifique, moins connu, mais bouleversant, Les masques de l'éphémère, où c'est son livre où il médite véritablement sur la condition de l'homme moderne. Il a ce passage, je le cite de mémoire approximativement, mais j'avais l'impression d'être arrivé après la bataille et les miens l'avaient perdu. Autrement dit, il a l'impression d'être l'héritier d'un monde en ruine qu'il ne peut pour autant renier. Alors, on entre dans une œuvre qui est écrite à l'encre de la mélancolie, une œuvre qui, par ailleurs, ne s'enferme pas dans les grandeurs passées, mais qui veut s'appuyer sur elle pour retrouver un élan, retrouver le sens de la transcendance. Puis j'ajoute que sur le plan personnel, parce que j'aime pas abuser de mes relations privées, mais c'était un homme remarquable, un homme délicieux. Il avait l'air bourru. Quand on connaissait Tillinac, il parlait de manière un peu bourrue. Ah, qu'est-ce que tu as fait là? Et là, ensuite, mais c'est un homme délicat, un homme subtil, un homme très généreux. T'es très chanceux de l'avoir connu. Puis une œuvre à lire, alors qu'au Québec, on se plaît à détruire des maisons ancestrales qui ont une valeur historique importante. Lui, s'il était québécois, il en pleurerait. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Et d'ailleurs, j'invite les gens à lire ton texte que tu as écrit, magnifique texte sur Denis Tillinac dans Le Figaro. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Vous êtes interprète, auteur-compositeur-interprète et chantez en français? Chantez en plein dans le mille et participez à Ma Première Place des Arts. Profitez des mentorats, des rencontres, des formations et des prix qui vous sont offerts. La SACEF, en collaboration avec Québecor et Hydro-Québec, vous invite à faire partie de la 27e édition de Ma Première Place des Arts. Inscrivez-vous dès maintenant. Rendez-vous sur mppda.ca. 5 ans devient un plan sur 5 jours. Vous savez que vous faites affaire avec l'inhabituel. Exportation et Développement Canada est là pour aider les entreprises de toute taille avec des solutions financières et des conseils d'experts. Visitez edc.ca dès aujourd'hui. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Mathieu Bock-Côté, toi qui réfléchis à plein de trucs, qui lis énormément, explique-moi, là, il y a une rupture de stock de papier de toilette dans 7 Costco sur l'île de Montréal encore. Veux-tu me dire pourquoi que chaque fois qu'il y a une crise, les gens se ruent sur le papier de toilette? C'est quand même une drôle de manière. C'est une singulière manière de commencer la chronique. Mais essayons une théorie néanmoins. Oui. On l'avait dit quand même au début de la crise, c'est-à-dire dans un moment de crise, il y a une espèce un symbole devient ce qu'on doit s'approprier pour traverser la crise, pour traverser la pénurie possible, pour traverser les temps de disette. Pour une raison qui nous échappe dans les circonstances présentes, apparemment, c'est le papier de toilette qui est devenu la valeur refuge du citoyen en crise. Je ne sais pas ce que ça nous dit sur les profondeurs de la conscience collective. Probablement qu'on y trouve quelques égouts, mais je confesse néanmoins une perplexité devant ce réflexe. Écoute, c'est notre doudou, c'est comme notre doudou, c'est tout moelleux, c'est tout chaud le papier de toilette, je sais pas. En tout cas, bref, Mathieu, je veux te parler, tantôt on va discuter avec un restaurateur. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, la fermeture des restaurants? Ouais, je trouve que là, on a voulu frapper fort et je crains qu'on ne frappe trop fort. Parce que, 2 éléments. Premier élément, à ce qu'on en sait, à tout le moins, c'est ce que nous dit le discours gouvernemental. Puis moi, je fais pas partie de ceux qui sont toujours en train de remettre en question la légitimité de la parole gouvernementale. Pardon, on nous dit les foyers d'éclosion, c'est pas dans les restaurants pour l'essentiel. Les restaurateurs, par ailleurs, ont fait d'immenses efforts pour adapter leur salle à manger au contexte nouveau. Ils se sont adaptés, ils ont fait des efforts. Globalement, tout le moins dans les lieux que je fréquente, puis je crois que plusieurs pourront en témoigner, le commun des mortels respecte les règles. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas quelques endroits où il y a des cabochons, mais il y a pas des cabochons, mais globalement, les gens respectent les règles. Et là, on leur dit, malgré tout ça, eh bien, on va quand même vous fermer. Pourquoi? À ce qu'on en comprend, si j'ai bien compris, pour limiter les contacts sociaux non essentiels. Donc, on nous dit, ce n'est pas une question de foyer d'éclosion, c'est simplement pour limiter les contacts sociaux non essentiels. On comprend l'idée générale. Moi, ce que je redoute, c'est qu'on ait décidé de frapper trop fort. Et autre élément qui me semble important là-dedans, c'est ce que j'appelle la théorie des soupapes. C'est-à-dire, on a, dans les circonstances présentes, c'est difficile pour tout le monde. Moi, je fais pas partie de ceux qui
qui tourne en ridicule la période présente. C'est pas la guerre de 14-18, évidemment. C'est pas 39-45. Mais à l'échelle des sociétés contemporaines, c'est pas une épreuve banale que d'être privé de relations sociales globalement dans un climat anxiogène. J'ai tendance à croire qu'on a besoin de petites soupapes, de lieux où passer ses excès, de lieux où respirer un peu, des lieux où juste reprendre un peu son souffle. Ça me semble, on l'oublie. Je pense aux célibataires, je pense aux personnes seules. Alors, j'ai quelqu'un à la maison, tu as quelqu'un à la maison, des gens ont leur famille, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. Pour les célibataires, pour les gens qui vivent seuls, pour certains, il y a les solitaires de vocation. Hein, eux préfèrent rentrer chez eux seuls. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une vie intime et des amis à l'extérieur. Puis aussi les solitaires abandonnés. Hein, ils auraient bien voulu avoir une famille, mais la vie leur a pas donné cette chance-là. Ils ont une chose en commun, ces deux-là. Ils ont besoin de la société à l'extérieur pour leur permettre des contacts sociaux vitaux. Et moi, je pense qu'on traite en ce moment comme tout autant de coquetterie, ce qui relève d'une nécessité vitale, c'est-à-dire d'avoir des contacts sociaux dans des lieux par ailleurs protégés, adaptés à la pandémie. Mais très protégés, là. Moi, je suis allé dans des restaurants les derniers jours, puis toi aussi, je me sentais en toute sécurité, là. Ouais, ben voilà. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qui nous manque en ce moment. Le gouvernement a voulu frapper fort, très fort. On comprend, la situation est pas banale. Mais je crains qu'en faisant ça, comme avec les salles de spectacle qui s'étaient adaptées, en dernière instance, si le message consiste à nous dire que on aura beau multiplier les adaptations, on aura beau faire tous les gestes barrières, on aura beau adapter notre société, la rendre plus sécuritaire sur le plan sanitaire, en dernière instance, tant que le divin vaccin ne vient pas nous immuniser, eh bien, on va vivre dans nos terriers. Je suis pas certain que nos sociétés ont une capacité de résistance à ça infinie. Donc là, c'est 28 jours. Mais moi, je le disais hier en chronique, je crois. Non, ce matin, en fait. Je parle pour moi. Mon sentiment, c'est que 28 jours, ça va être plus 28. Parce que tant que le vaccin n'arrive pas, le virus est parmi nous. Donc, d'une manière ou de l'autre, est-ce que ça veut vouloir dire que désormais, pour l'essentiel, on va tuer le secteur de la restauration, tuer le secteur des spectacles, tuer les bars, qui avaient tous fait les efforts, je peux pas m'empêcher de semer devant tout cela, de jeter une pluie de points d'interrogation. Je suis très perplexe devant ces mesures-là. Je suis pas là pour dire conspiration, gna gna gna, ça c'est complètement délirant. Je me demande simplement si le gouvernement, dans les circonstances, ne se fixe pas sur une seule variable et tient pas insuffisamment compte des autres dimensions de la crise. D'ailleurs, parlant de conspiration, tu m'ouvres la porte pour notre deuxième sujet. Alors, Cube Radio, plein de commanditaires qui ont quitté la station de radio parce qu'on a donné la parole à des conspirationnistes. Tu en penses quoi? Tu veux dire à choix? À choix, oui, pardon, excuse-moi, à choix, oui. Alors moi, je confesse, en fait, c'est une autre situation qui on devrait avoir quelques réserves et prudence. Alors, on parle beaucoup des conspirationnistes, hein, on en parle tout le temps. En dernière instance, moi, je fais partie de ceux qui croient que lorsqu'on parle d'un phénomène social, d'un courant de pensée, aussi bizarre soit-il, on doit quand même lui tendre le micro pour qu'il s'explique lui-même. Ça ne veut pas dire qu'on doit le faire avec complaisance, ça ne veut pas dire qu'on doit le faire avec sympathie, loin de là, on doit le contredire, mais parler sans arrêt de gens sans leur donner l'occasion de parler eux-mêmes, je suis pas certain que ce soit bon pour l'esprit civique. Je pense que choix dans l'espèce de débat en ce moment qu'on avait en ce moment, dans l'espèce de situation, c'était occuper un peu la fonction tribunicienne. Hein. C'était le lieu protestataire, c'était l'exutoire d'une parole exagérément sceptique. Il y avait de la complaisance envers les conspirationnistes, d'accord, tout ça. Mais je suis pas certain que de décider une forme de mise à mort dans la journée d'une station de radio en asséchant complètement ses revenus publicitaires, je suis pas certain que ça se retournera pas contre la société en général. J'ajoute une chose, les discours qui causent problème, là, c'est le discours des conspirationnistes. D'accord, on dit, vous avez été responsable, on vous fait payer pour ça. Mais ça va être quoi le prochain discours irresponsable qui va exiger qu'on va dire ça? Est-ce que dans quelques mois, dans quelques années, on va nous dire autour d'une nouvelle question qui va peut-être être moins évidente que les conspirationnistes, ce discours-là est inacceptable, on décide de ne plus donner de publicité à cette radio parce qu'on n'aime pas ce qui se dit là.
Écoute, Mathieu, il y a eu un début de campagne de boycott du Devoir parce que des gens n'étaient pas contents de la libre parole de Christian Rioux, par exemple. Alors, t'imagines si des militants commencent à approcher les gens parce que c'est ça maintenant leur méthode. Ils n'appellent plus le rédacteur en chef du journal. Ils approchent les gens ils veulent étouffer économiquement donc ils approchent les commanditaires. Et t'imagines si on fait pression comme ça pour que le Devoir se débarrasse de Christian Rioux. Après ça va être qui? C'est la méthode, c'est ce qu'on appelle les sleeping giants. Hein? C'est un mouvement d'activistes numériques qui cherche à ruiner la réputation de ceux qui abriteraient des paroles généralement dites haineuses, entre guillemets. Mais là, c'était Christian Rioux l'autre fois, soutenu par un député fédéral d'ailleurs, hein? Alexandre Boulris, qui disait tant qu'il va y avoir ce chroniqueur-là, je me réabonne pas au Devoir. Bon, alors là, un discours inacceptable de plus. Bon, donc ça va être Rioux. Ensuite, ça va être qui? Donc moi, je m'inquiète je mets pas Rioux sur le même pied que les conspirationnistes du tout. Non. Je veux juste dire qu'à partir du moment où on commence à dire qu'on va assécher les revenus publicitaires, on va finalement chercher à expulser de la vie civique tous ceux qui nous déplaisent, il n'y aura pas de limite en la matière. Il va y avoir très rapidement un emballement. J'ajoute une chose, moi, et là, mais ça, c'est une pure question de morale personnelle. J'aime pas les effets de meute. Ça, je peux pas m'empêcher. Quand, en une journée, tout le monde se sent obligé de lancer son petit caillou, et puis là, celui qui ne le lance pas est accusé de complaisance conspirationniste parce que on est dans ce moment où le silence est vu comme une dissidence. Hein. Si tout le monde hurle en direction de quelque chose une journée, eh bien, celui qui ne hurle pas est entendu et on décrypte derrière son silence une complicité coupable, eh bien, ça m'inquiète, ces espèces d'effets de meute-là. Puis, je le redis, je dis pas ça pour défendre les discours complotistes, conspirationnistes, c'est pas ça l'enjeu en ce moment. C'est que si, selon les indignations du moment, qu'elles soient fondées ou non, on se donne le droit, on se donne le pouvoir d'abolir une tribune, d'abolir une radio, de casser une radio, un journal, ça, qui nous déplaît, eh bien, ça, c'est une logique quand même, c'est une logique assez inquiétante, une logique assez autoritaire. Donc, devant cela, moi, je préfère, puis ça, je le dis, un pluralisme médiatique avec des voix qui me déplaisent vraiment qu'une société qui réciterait simplement le discours officiel d'une manière ou de l'autre. Je pense qu'il faut des soupapes, même sur le plan de la parole publique. Cela dit, ça va être difficile pour Choix d'avoir des appuis dans les médias parce qu'ils n'arrêtent pas de les appeler les merdias, justement, en disant tous les médias, c'est de la merde, sauf nous, on a la seule parole libre, etc. Et là, justement, les médias pourraient dire, ben écoutez, là, on est inquiet de la dérive, là, parce qu'après ça va être quel autre média qu'on va vouloir faire fermer. Mais je suis pas sûr que les médias vont courir tout de suite à la défense d'une station qui n'arrête pas de les attaquer, en tout cas. Non, mais voilà, ça c'est très juste. C'est-à-dire, je ne témoigne pas, puis je pense, je ne témoigne pas d'une sympathie exagérée pour Choix, disons ça poliment. Mais une fois que c'est dit, dans le système créatif, ça va au-delà de la personnalité médiatique globale de Choix. Est-ce qu'on est dans une société où, en l'espace de 24 ou 48 heures, on peut décider de canceller, entre guillemets, quelqu'un, quelque chose, une institution, une organisation, une personne, parce qu'une espèce d'effet là, de lapidation symbolique immédiate et tout le monde est obligé de lancer sa pierre. Ça, quelle que soit la cause, moi je suis toujours méfiant quand on dit que tout le monde au même moment doit avoir la même réaction. Sans ça, ça passe mal. Même quand ça parle de Choix, disons ça comme ça. Alors là, dans les circonstances, puis je reviens sur le point de départ qui me semble compter là-dedans. On est dans un moment, qu'on le veuille ou non, il y a une partie de la population qui est en dissidence presque cognitive avec le reste de la société. Il ne croit tout simplement pas ce qui se dit. C'est bizarre, c'est très bizarre. Il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui est derrière les mécanismes psychologiques du complotisme, mais j'ai tendance à croire que il faut que cette insatisfaction aussi exaspérante, nous semble-t-il, puisse s'exprimer quelque part pour ne pas s'exprimer de manière encore plus radicale ailleurs, pour ne pas dégénérer. Et ça, faut jamais oublier qu'à un moment donné, la parole publique, même lorsqu'elle est très dérangeante, c'est toujours mieux que d'autres types d'explosions sociales. Je crois que là-dessus, on doit pas oublier que la fonction tribunicienne est importante. Je n'ai pas de sympathie pour les conspirationnistes, mais le fait est que le simple fait de leur tendre le micro veut pas dire qu'on les endosse, et le fait qu'une station de radio exprime un scepticisme plus ou moins marqué devrait pas entraîner la volonté de la lapider symboliquement. Tout cela dit avec bien des réserves, mais je pense qu'il faut se méfier de l'enthousiasme quand vient le temps de liquider publiquement quelqu'un ou quelque chose. Je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire, Mathieu. Merci d'être là, Mathieu Bock-Côté. Bonne journée. Au grand plaisir, bonne journée. Salut.
Vous êtes interprète, auteur, compositeur, interprète et chantez en français? Chantez en plein dans le mille et participez à Ma Première Place des Arts. Profitez des mentorats, des rencontres, des formations et des prix qui vous sont offerts. La SACEF, en collaboration avec Québecor et Hydro-Québec, vous invite à faire partie de la 27e édition de Ma Première Place des Arts. Inscrivez-vous dès maintenant. Rendez-vous sur mppda.ca. Amazon Prime Day est de retour. Les 13 et 14 octobre, bénéficiez de 2 jours pour économiser gros sur tout ce que vous aimez. 2 jours pour magasiner votre robot culinaire, pour trouver une nouvelle robe pour maman, pour prendre de l'avance sur vos achats des fêtes. Pour vous, votre famille ou Fido, vous avez 2 jours de solde sur l'électronique et les articles de maison, de cuisine, de mode et des cadeaux. À tous les membres Prime, ne manquez pas Amazon Prime Day, les 13 et 14 octobre. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Mathieu, comment t'as trouvé le débat hier? C'était davantage un combat de ruelle qu'un débat. C'est assez, en fait, c'est un empire décadent. Je peine à le voir ça autrement, c'est-à-dire 2 hommes, d'un côté, une brute qui ne respecte aucune règle, mais qui transpire une forme de vitalité sauvage, et de l'autre côté, un vieux monsieur honorable qui respecte les règles, mais qui est au seuil de la momification, et qui n'est pas particulièrement, on pourrait dire, éclairé, allumé. C'était Carnaval, ou la Maison des Horreurs. Devant cela, je devine que chacun est parvenu à mobiliser sa base d'une manière ou de l'autre. Trump maîtrise mal ses enjeux. C'est particulier, c'est-à-dire il sait attaquer, il sait mordre, mais sur les termes qui pourraient le servir, c'est comme s'il les maîtrise en superficie, en surface, en superficie. Et quant à Biden, il manque tellement de vitalité. Il va se rendre à l'élection, il va la traverser, je devine, mais on peut s'attendre parce qu'en fait, on vote moins seulement pour le président cette fois-là que pour sa vice-présidente aussi. Ça va faire partie du calcul. Et puis, il y a chez lui, c'est assez pertinent, on dit, est-ce que les démocrates, après 4 ans d'anti-trumpisme, n'ont pas été capables de trouver un candidat meilleur que ça? Ils n'ont pas été capables de trouver une figure qui a plus d'envergure, une figure qui a pas l'air complètement dévitalisée. C'est pas faire de l'âgisme que de constater ça. C'est simplement qu'il faut quand même donner l'impression qu'on est à la veille, non pas d'entrer dans son dernier parcours, mais de s'emparer de la présidence de l'empire de notre temps. Donc, il y a quelque chose dans ce débat qui était loufoque, pour le dire de Et je t'écoute et ça me fait penser à un péplum que j'ai vu lorsque j'étais jeune, Hercule contre les zombies. C'était ça, t'avais Hercule d'un bord hier et t'avais le zombie de l'autre. Oui, il y a quelque chose là-dedans. C'est-à-dire Trump, de son côté, je regarde ça, je me dis, il y a quand même des limites à respecter. Aucune règle. Là, on sait que c'est pas le prince de la décence, mais c'est une chose de ne pas être le prince de la décence, c'en est une autre d'être l'empereur de l'indécence. Il agresse, il est brutal, il respecte aucune règle. Les règles que son propre camp a acceptées, c'est quand même pas rien. Et de l'autre côté, comme je le dis, on est devant, mais un homme qui manifestement n'est plus tout là. Moi, ça me fascinait. Je regardais, je dis, il va lâcher. Puis là, je me mettais dans la peau d'un partisan démocrate américain qui doit chercher à dire que son candidat est vigoureux et convaincant. Et je me disais, ils vont travailler fort à soir. Donc, de ce point de vue-là, moi, encore une fois, je verserai dans mon petit plaisir de me dire que Dieu, que je suis heureux que nous ne soyons pas américains, et Dieu, que nous devons nous tenir loin des Américains. Cet empire-là ne doit pas nous entraîner dans sa chute. Déjà qu'on paie le prix lorsqu'il éternue, on est malade, comme on dit. Eh bien, on doit se tenir loin de ces débats, on doit se tenir loin de son imaginaire. On ne doit pas commencer à être la cheerleader de l'un ou de l'autre. On doit se dire ça leur appartient et on se tient loin. Ce qui ne nous empêche pas ensuite de regarder le spectacle de manière effarée. Oui, mais quand même de manière inquiétante aussi parce que nous avons une frontière entre les deux. Et écoute, lorsqu'on entend le président des États-Unis dire à propos des suprémacistes blancs, step back but stand by, en disant reculez mais restez en réserve parce qu'on peut avoir besoin de vous, je trouve ça. C'est effarant. C'est-à-dire, et là, c'est là qu'on voit le caractère grotesque de ce personnage et son caractère dangereux aussi. C'est-à-dire, lorsqu'il dénonce les antifas, il a raison de dénoncer les antifas, avec raison qu'il faut dénoncer les antifas. Mais un instant, il faut dénoncer aussi les suprémacistes blancs. Ben oui. Les suprémacistes blancs, c'est pas des enfants de cœur, c'est pas des acteurs légitimes du débat public. Alors, qu'est-ce qu'il fait à refuser de les condamner quand on lui en donne l'occasion, là? C'est sur un plateau d'argent, il suffit simplement de dire je les condamne. Et là, il décide finalement de jouer avec les mots, de jouer d'esquive.
il y a quelque chose, moi, mon hypothèse, je dis ça à la blague, mais d'ici quelques semaines, ça continue, il va y avoir des tonnes d'Américains qui vont passer par le chemin Roxham. Donc, donc devant cela, comme je dis, c'est un empire décadent, ou qui est déjà dans une situation de... Je vais utiliser le mot parce que le mot veut dire quelque chose de fort aux États-Unis, mais qui est psychologiquement dans une situation de guerre civile. Ça a commencé à bien des égards quand Trump a été élu en 2016. Les élites du pays n'ont jamais accepté sa victoire. Donc, ils ont sorti toutes les théories. Ils ont dit c'est les Russes qui l'ont élu. Ensuite, ils ont cherché à faire la procédure d'impeachment comme si on pouvait annuler son élection. Ensuite, on l'a traité comme une espèce de parenthèse insensée qui allait se fermer dans l'histoire américaine. Les démocrates n'ont jamais été capables d'accepter ou de comprendre pourquoi les Américains se sont tournés vers lui. Puis de l'autre côté, on a un président, Trump, qui a jamais été capable de devenir président finalement et qui ne s'épanouit que dans le conflit le plus radical qui soit et qui est incapable d'habiter la fonction et qui peut justement envoyer les signaux les plus destructeurs on l'a vu la question effectivement des suprémacistes blancs, comme s'il flirtait, comme s'il excitait une partie de sa base. Puis le dernier point qui est fondamental, lorsqu'il s'en va dire que on verra si elle respecte le résultat de l'élection. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais c'est le propre de la démocratie, c'est d'accepter minimalement les règles du jeu. Alors là, il nous dit les règles sont déjà bafouées. Donc, c'est-à-dire que s'il gagne, on vient en démocratie. L'élection était bonne, mais s'il perd, il y a eu une fraude. Écoute, je veux t'entendre, Mathieu, là-dessus, parce que j'ai eu une réflexion et je pensais à toi. Au lendemain, le jour même de 9/11, les attentats contre les États-Unis, George W. Bush, la seule chose qu'il avait à dire aux Américains, c'est go shopping. Tu te souviens? Aller dépenser. Bon, là, face à une catastrophe qui est la pandémie, ce que François Legault nous a dit, c'est n'allez pas au cinéma, n'allez pas au théâtre, n'allez pas au musée, go shopping. Parce que Costco va être ouvert, puis le Carrefour Laval va être ouvert, mais pas le rideau vert, puis pas les salles de cinéma. Incroyable, quand même. Pardon, ça, moi, je regarde ça, je me dis que finalement, si on veut voir ses amis, il va falloir qu'on aille au Costco ou au Ikea ensemble. On va se distribuer dans les allées pour discuter sur un mobilier, peut-être des chaises avec le set de patio pour l'été. Là, on va pouvoir s'asseoir avec ses amis autour d'une espèce de boule viandeuse Ikea. Alors non, c'est particulier parce que j'ai pas l'impression que les Québécois, dans leur immense majorité, respectent et respecteront les règles sanitaires imposées par le gouvernement parce qu'on est tous conscients qu'on traverse une épreuve pénible qui est la pandémie. Très bien. On accepte tous l'idée que ça implique de suspendre partiellement certaines de nos libertés. Très bien. Mais on demande à comprendre quand même la cohérence de l'action gouvernementale. Et là, quand on voit sur la question des restaurants, notamment des spectacles, qu'apparemment, il n'y a aucune recommandation formelle, il n'y a aucune recommandation écrite, il n'y a aucun document, mais c'est simplement pour, si on comprend bien, j'espère parler pas trop rapidement, mais pour suspendre les rapports sociaux non essentiels. Mais qu'est-ce que c'est que ça, cette notion de rapports sociaux non essentiels? Là, si on comprend bien, donc on peut aller magasiner, ça c'est bien. C'est comme si la forme suprême de la vie civique en ce moment, du civisme, c'est d'aller magasiner, mais le milieu de la culture, c'est secondaire. Le milieu de la culture, c'est marginal, c'est périphérique. On aurait tendance à dire que si les caquistes voulaient être fidèles à la caricature que certains s'en font, eh bien, ils ont bien travaillé. Les bibliothèques, fermer les bibliothèques. Les salons d'épilation, je reviens contre les salons d'épilation, c'est très bien, mais que les gens s'épilent comme ils veulent. Mais est-ce qu'on doit aussi tourner des pages? Tourner des pages, c'est pas si mal que ça. C'est pas l'action subversive par excellence. Alors, j'essaie de comprendre et je me dis que en plus, les 28 jours qui nous sont promis, je suis convaincu, comme d'autres, que ça va être plus que 28. Dans les circonstances, j'espère que le gouvernement va faire preuve, non pas de relâchement, personne ne lui demande de reculer, mais de sagesse et de s'ajuster en fonction des critiques légitimes qui lui sont formulées. Tu sais ce qu'on dit, un esprit sain dans un corps sain. Là, le corps sain, on va l'avoir parce que les gyms sont ouverts, les salons d'épilation sont ouverts, les salons de coiffure sont ouverts, mais l'esprit sain, on ne l'aura pas parce que tout ce qui touche l'esprit va être fermé.
Mais non, et ça, c'est à ce moment-là que je me dis, à moins qu'on considère que le point d'aboutissement de la culture, c'est regarder des séries sur Netflix, ben c'est très bien Netflix, hein, il y a quelques bonnes séries là-dessus, mais globalement, le milieu de la culture québécoise, la culture vivante, la culture... Donc, le cinéma, ça compte aussi, à ce que j'en sais, le théâtre, ça compte, les différentes représentations artistiques, ça compte, tout ça, c'est comme si on pouvait le suspendre. Et là, on cherche... Ben, moi, personnellement, je suis le contraire en ces matières d'un ennemi de principe des mesures sanitaires. Je pense qu'elles sont nécessaires, mais j'essaie de comprendre celle-là, puis elle m'échappe. Les bars, imaginons qu'on ait dit les bars, parce que les bars, ça, c'est particulier. OK, parfait, les bars, on peut comprendre, il y aurait une rationalité. Les restaurants, c'est déjà plus compliqué à comprendre, franchement, d'autant qu'on l'a vu. La plupart d'entre eux ont pris des mesures, ils ont investi, ils ont fait ce qu'il fallait pour être capable de traverser la crise, et on leur dit c'est pas assez. Les salles de spectacle, finalement, la culture, est-ce que c'est le petit divertissement de plus qui nous est autorisé une fois qu'on est passé par Ikea, une fois qu'on est passé par Home Hardware, là, on a le droit peut-être d'aller voir un pestac. Moi, je regarde ça et je me dis, il y a quelque chose dans tout cela qui m'échappe. Et je reviens, là, j'en ai parlé un peu plus tôt, là, parce que je trouve ça très drôle. Marie-France Lambert, la comédienne, dit on devrait présenter des pièces de théâtre au Costco. Ça serait... Oui, ça serait pas si mal. On pourrait en profiter pour acheter quelques livres qui y sont vendus aussi. Ça serait une manière comme une autre de transgresser dans les temps présents. Mais pour vrai, moi, ce que je redoute là-dedans, parce qu'une situation de crise, c'est particulier. Il faut que le gouvernement soit capable de conserver la confiance des citoyens, même quand les citoyens se disent il va trop loin. Les citoyens doivent se dire quand même on y fait confiance. On n'est pas tous d'accord, mais on y fait confiance. Moi, je redoute le moment où le scepticisme le scepticisme radical, j'entends, va déborder des rangs des anti-masques, va rejoindre le commun des mortels. On n'y est pas encore. Heureusement. Mais je redoute le moment où trop de gens vont se dire là, ça va trop loin, et puis vont rompre mentalement. Et puis, il y a un dernier point qu'il faut évoquer, je crois, on parlait beaucoup des anti-masques ces derniers temps, puis on les critique, puis on a raison de les critiquer. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a des anti-masques, et puis il y en a plusieurs tendances. Hein. Il y a ceux qui sont là avec des théories un peu loufoques, mais quand on voit sur les tam-tams du Mont-Royal, des gens qui décident de se rassembler, des jeunes qui ont le profil généralement des lecteurs de Projet Montréal, et qui sont ce que j'appelle des anti-masques appliqués. Hein, il n'y a pas la théorie conspirationniste avec eux, mais manifestement, ils se fichent des consignes sanitaires. Eh bien, eux aussi, il faut les critiquer. Mais on les critique un peu moins, comme si on avait le bouc émissaire facile, l'anti-masque caricatural, mais les autres, on évite de les critiquer. Puis pendant ce temps-là, qui paye? Ceux qui respectent les règles, ceux qui ont accepté de respecter les règles. Et là, ils constatent que même s'ils respectaient les règles, ils faisaient tout ce qu'on demandait, eh bien, on doit encore serrer la vis à cause de quelques zozos qui, eux, ne respectent rien. Vous êtes interprète, auteur, compositeur, interprète et chantez en français? Chantez en plein dans le mille et participez à Ma Première Place des Arts. Profitez des mentorats, des rencontres, des formations et des prix qui vous sont offerts. La SACEF, en collaboration avec Québecor et Hydro-Québec, vous invite à faire partie de la 27e édition de Ma Première Place des Arts. Inscrivez-vous dès maintenant. Rendez-vous sur mppda.ca. 5 ans devient un plan sur 5 jours. Vous savez que vous faites affaire avec l'inhabituel. Exportation et Développement Canada est là pour aider les entreprises de toute taille avec des solutions financières et des conseils d'experts. Visitez edc.ca dès aujourd'hui. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Mathieu, avant de discuter avec toi de censure à l'université, je veux dire aux gens que Michel Onfray, qui est un écrivain extrêmement prolifique en France, très connu, philosophe et tout ça, il a parti une revue qui s'intitule Front populaire et le premier numéro est disponible ici. Je l'ai trouvé hier dans un marchand de journaux. Donc, je l'ai acheté et Mathieu Bock-Côté écrit un texte extrêmement intéressant dans la revue. Je vous invite à le lire. Bon, c'est du lourd. OK, là, vous avez besoin de vous asseoir dans un bon siège. Ça va vous demander de l'effort, mais quand même, c'est un texte brillant sur le nationalisme. Donc, bonjour Mathieu. Bonjour, merci pour cette belle présentation. Alors, écoute, on va parler de censure à l'université. Là, bien sûr, on sait qu'il y a des conférenciers qui n'ont pas pu aller présenter des conférences. Tu en es de ce nombre qui a été censuré, tout ça. Mais tu veux aller au-delà de ça. Tu dis qu'il y a une censure. Là. C'est-à-dire, ce que tu veux parler, c'est de la vie académique elle-même. Oui, alors c'est un rapport qui vient tout juste de sortir, qui est remis à la ministre McCann sur cette question et qui aborde la question de ce qu'on pourrait appeler de la pression idéologique dans l'université.
Alors, pas seulement. Alors, on peut penser, effectivement, il y a des conférences qui sont annulées, il y a tous ces événements qui sont connus, mais ce qu'il faut voir, c'est à quel point, à l'intérieur même des départements, surtout sciences sociales, philosophie, droit et ainsi de suite, eh bien, il y a une forme de conformisme idéologique, de conformisme social, de conformisme académique qui est très, très fort et qui pousse, en fait, de plus en plus, on le voit, on pourrait dire des biais idéologiques, commander soit la recherche ou proscrire ou refouler dans les marges de la vie académique ceux qui ne se rallient pas au dogme du moment. Je donne quelques exemples, c'est-à-dire, en gros, dans l'université aujourd'hui, si en sciences sociales, vous n'êtes pas dans le paradigme théorie du genre, les différentes théories du racisme systémique et ainsi de suite, ou si vous n'êtes pas dans une certaine lecture de déconstruction, eh bien, vous risquez de comprendre très rapidement que vous ne ferez pas carrière, vous ne ferez pas long feu dans l'université. Autrement dit, la condition même de la promotion académique, de l'évolution dans ce milieu, plus on touche les sciences sociales et ainsi de suite, c'est se soumettre à une forme de conformisme idéologique. Et ça, ne sous-estimons pas à quel point ça a des conséquences sur la production du savoir, sur la production des connaissances, parce qu'ensuite, ces experts, entre guillemets, qui vont dans l'espace public éclairé à partir de leurs connaissances, c'est souvent une connaissance militante, c'est une connaissance orientée qui se réclame de la science, mais qui, dans les faits, est très militante. Et le problème, c'est qu'on pourrait dire, à la rigueur, OK, les sciences sociales, c'est pas des sciences dures, c'est pas de la physique, donc il est normal que ce soit orienté, très bien, que le fondement, qu'il y a un biais philosophique. Le problème, c'est qu'à cause de ce conformisme académique, il n'y a finalement qu'un point de vue qui est présent et la diversité de pensée est expulsée non seulement du champ des conférenciers, mais du champ même des études en sciences sociales d'une manière ou de l'autre. Tu sais, qui s'assemble se ressemble. On peut faire le même constat pour le milieu des médias que je connais très bien, que toi aussi tu connais bien. Écoute, dans le milieu de la télévision, quand c'est le temps de former des équipes, tu vas chercher, t'appelles des gens que tu connais, qui habitent un peu dans le même quartier, qui sont passés par les mêmes écoles, qui partagent les mêmes idées. Et là, tu te rassembles avec un milieu médiatique qui penche toujours du même côté. C'est la même chose sur le milieu scolaire et universitaire, là. Avec cette singularité que l'université, théoriquement, devrait être un lieu dans lequel il y a des affinités, ça fait partie, ça va de soi. Ça, je pense qu'une société qui fonctionne bien, c'est une société où il y a des affinités, une société où les gens se rassemblent selon leurs préférences. On le comprend très bien. Mais ensuite, sur le mode de, par exemple, la sélection des professeurs, les fameuses peer reviews, l'orientation des colloques, toute une série de choses qui peuvent sembler très, très désincarnées, ça peut sembler très lointain. Mais le problème, c'est que c'est là que s'élaborent les concepts, c'est là que s'élaborent les théories, c'est là que s'élaborent les thèses qui seront ensuite normalisées dans le discours public. Et quelquefois, puis ça c'est un objet d'inquiétude pour plusieurs, c'est que finalement au cœur de l'université, on produit moins aujourd'hui un savoir qui aurait sa dimension orientée, d'accord, mais on produit en fait un savoir idéologique. Et pour ça, me semble-t-il, il faut s'inquiéter justement de ce conformisme académique, de la méthode de sélection des professeurs. Il faut se demander si dans quelle mesure le mode de sélection des professeurs en ce moment permet la reproduction de petites coteries qui privatisent l'institution, en effet, qui s'approprient une institution publique au service de leur petite fraternité idéologique. Je pense que la question de l'université, autrement dit, est aujourd'hui une des plus importantes qui soit, parce que c'est le lieu qui est consacré au savoir. Or, si le lieu consacré au savoir est un lieu qui ne croit plus au savoir dans sa définition classique, eh bien, on a un problème. Je pense qu'il est temps qu'on s'intéresse véritablement à l'université au sens large. Et un des résultats, c'est que, écoute, il y a des recherches qui ne se font pas. Par exemple, si tu étudies, je sais pas, en sciences humaines, en psychologie, et tu es au niveau de la maîtrise ou du doctorat, et ta recherche, ben toi, tu veux savoir, par exemple, le nombre de transgenres qui ont finalement regretté d'avoir changé de sexe et qui sont revenus à leur sexe original. Tu veux faire une étude là-dessus, sans idée préconçue, juste pour avoir des données, ben, elle sera jamais acceptée, cette étude-là. Jamais. Ouais, bon, en fait, on pourrait multiplier les exemples en la matière. Et c'est à ce moment-là qu'il y a ce qu'on pourrait appeler des interdits idéologiques. Moi, je qualifie quelquefois l'université de ce point de vue, il y a des autorités cléricales. Hein, c'est-à-dire, autrefois, le savoir devait recevoir l'imprimatur du diocèse. Il fallait que les autorités cléricales du moment, que les autorités morales légitimes disent « cette recherche est bien, cette recherche est autorisée, cette recherche ne l'est pas ». À certains égards, on vient de basculer
basculé à nouveau, enfin depuis une trentaine d'années, l'université s'est progressivement réalignée vers cette espèce de nouvelle manière de fonctionner, et ça ne fait que se radicaliser. Et de ce point de vue, alors ça se décrète pas comme ça, mais il est bien que des voix de l'université, de l'intérieur de l'université s'en inquiètent. J'espère que cette inquiétude va être prise au sérieux, collectivement, politiquement finalement, parce que aujourd'hui, paradoxalement, au nom de la liberté académique, on étouffe la liberté académique, ce qui n'est pas un détail. Mais Mathieu, hier, j'avais Philippe Lorange, le jeune intellectuel très courageux de l'Université de Montréal, et lui, il déplorait que le fameux rapport de M. Quirion, scientifique en chef du Québec, ne faisait que c'était des vœux pieux, c'est-à-dire que il déplorait le fait qu'il y avait effectivement de la censure dans le milieu universitaire. Il demandait au gouvernement de réitérer l'importance du débat dans nos institutions d'enseignement supérieur, mais ça allait pas plus loin. Est-ce qu'on devrait employer la manière forte? Je pense que c'est Doug Ford qui a dit aux universités, si vous voulez avoir une subvention, vous êtes mieux de nous prouver que vous protégez concrètement et activement la liberté d'expression sur vos campus, sinon vous n'aurez pas d'argent. Est-ce qu'on est rendu là? Je pense que Doug Ford lui-même aussi paradoxalement aborde la question de manière assez superficielle. C'est-à-dire, il s'intéresse à la question globalement, c'est pas seulement, mais c'est la question des conférenciers, c'est la liberté d'expression sur les campus, qui est bon. Dans quelle mesure on va être capable de poser la question, par exemple, de la part cachée, appelons ça, de l'évaluation par les pairs. Dans quelle mesure on va être capable de se demander si le financement de certaines recherches relève davantage de l'idéologie que du savoir? Dans quelle mesure on va être capable de diversifier les points de vue sur le mode institutionnel dans l'université? Il y a quelques années, il était autour de entre 2012 et 2014, de mémoire, je le dis avec une part d'imprécision, il y avait eu la volonté de créer un institut des chaires de recherche sur le Québec dans l'université parce que trop longtemps, l'objet avait été négligé. L'objet Québec était presque absent de l'université québécoise. Et plusieurs chercheurs et universitaires s'étaient mobilisés contre la création. C'est quand même pas mal. C'est des postes manquent dans ce milieu-là, mais s'étaient mobilisés contre la création de ces chaires. Pourquoi? Parce qu'ils craignaient l'apparition d'un point de vue nationaliste dans l'université. Donc, on était, autrement dit, c'est un milieu qui a peur de la possibilité qu'on pense autrement que selon les codes requis. De ce point de vue, nous ne sommes pas loin du catéchisme, nous ne sommes pas loin des autorités morales, nous ne sommes pas loin des autorités religieuses. Mais Mathieu, en terminant, je te pose une question personnelle. Tu as enseigné, toi? Oui, comme chargé de cours. Comme chargé de cours, mais en sociaux, c'est ça? Oui, mais c'est bon. Moi, pour différentes raisons, je reviendrai pas sur mon parcours biographique dans le détail, mais j'ai compris que l'essentiel de ma vie se passerait à l'extérieur. Okay, mais je te pose seulement la question parce qu'on connaît que tu es un homme d'opinion, là. Je veux dire vraiment, est-ce que tu pouvais faire abstraction de tes opinions totalement lorsque tu enseignais, puis t'enseignais ta matière de façon tout à fait objective, sans que ton jupon dépense? Je me faisais un devoir. Ensuite, nul n'est parfait, mais de ne jamais transformer ma salle de classe en lieu de propagande. C'est-à-dire, mon cours ne servait pas à promouvoir une thèse ou une autre. Quand je présentais des thèses avec lesquelles j'étais en désaccord, j'essayais de les présenter de la manière la plus convaincante qui soit. Et je disais souvent à mes étudiants, si vous voulez parler de politique ou d'autre chose, c'est après le cours. C'est pas pendant le cours. Le cours, je ne suis pas au service de mes propres idées. Je présente, ensuite, on est des êtres humains, on n'est pas des robots, donc je devine qu'il y a toujours des biais implicites, très bien, mais je me suis toujours fait un devoir, encore une fois, reste à voir si j'étais à la hauteur de mes idéaux, de ne jamais endoctriner dans ma salle de classe, de toujours considérer que la salle de classe ne m'appartenait pas et que le savoir n'était pas simplement une manière de masquer de l'idéologie. Donc, quand je parlais de Pierre Elliott Trudeau, par exemple, en sociologie du Québec, j'essayais de rendre Trudeau convaincant. Pour qui me connaît à l'extérieur de la salle de classe, on devine que c'est pas mon état d'esprit. Quand je parlais du marxisme, quand je parlais du multiculturalisme, j'essayais de les rendre convaincants pour montrer la logique interne, jusqu'où ça allait. Ensuite, il appartient à chacun de juger. Mon cœur penche ensuite ailleurs, mais l'honnêteté intellectuelle devrait nous rendre capables de présenter des théories et des thèses auxquelles on n'adhère pas de la manière honnête, en cherchant à révéler l'expression la plus convaincante de cette thèse à laquelle on n'adhère pas. À tout le moins, c'est l'idéal auquel j'essaie. Wow, écoute, c'est tout en ton honneur, hein, parce que moi, des profs de philo objectifs comme ça, j'en ai pas eu beaucoup au cégep. Bon, on essaie de l'être. Je dis pas qu'on réussit à l'être tout le temps, mais on essaie. À tout le moins, on devrait tous se donner comme mission d'essayer de l'être. Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne journée, Mathieu Bock-Côté. Salut.
Le Guide de l'auto 2021 remplit encore une fois ses promesses. Fiche technique complète, analyse sur le terrain, tableau comparatif et plus encore. C'est la référence des passionnés d'auto. Pas étonnant qu'il soit le guide le plus vendu au Québec. Sur la COVID-19. Pourquoi doit-on respecter une distance de 2 mètres? La COVID-19 se transmet principalement par le contact avec des gouttelettes contaminées. Lorsqu'une personne infectée parle, tousse ou éternue, les gouttelettes peuvent être projetées jusqu'à une distance de 2 mètres et atteindre des personnes à proximité, ou encore se déposer sur des surfaces et des objets où le virus peut survivre de quelques heures à quelques jours. Bien se protéger, c'est aussi bien protéger les autres. Un message du gouvernement du Québec. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Mathieu, le Parti libéral du Québec a montré son vrai visage. Oui, c'est le moins qu'on peut dire, c'est-à-dire une proposition d'une motion à l'Assemblée nationale autour des événements d'octobre pour demander des excuses au gouvernement fédéral, pour assurer la reconnaissance publique, en fait, les événements d'octobre. On pouvait s'attendre à un appui unanime de l'Assemblée nationale sur une question aussi fondamentale, et le Parti libéral était aux abonnés absents. Le Parti libéral a décidé de ne pas participer à ces revendications, et là, on cherche à comprendre comment expliquer cette espèce de... On dirait, si on était des journalistes de gauche, on dirait ce dérapage du Parti libéral. Mais plus fondamentalement, j'essaie de comprendre. Il y a 2 possibilités. Soit Dominique Anglade est fondamentalement, du point de vue d'Ottawa dans les événements d'octobre, c'est-à-dire pour elle, aussi douloureux soit le souvenir d'octobre, il est néanmoins légitime que dans les circonstances, ça aboutisse à l'occupation militaire du Québec, ce qui serait surprenant de sa part parce qu'elle nous dit qu'elle veut rapprocher le Parti libéral des Québécois francophones, puis aussi elle-même a quand même, elle s'est souvent dit sympathique au nationalisme québécois, puis plus largement elle veut quand même être premier ministre du Québec, donc on serait un peu surpris. Ou alors c'est un geste qui serait étonnant, mais on pourrait dire politiquement orienté pour ne pas déplaire à une partie de sa base qui n'a pas la même lecture de la crise d'octobre. Mais d'un côté comme de l'autre, c'est pas très noble, parce que si c'est un geste politiquement orienté pour pas déplaire à sa base, c'est qu'elle nous dit qu'elle piétine la mémoire d'octobre pour un fragment radicalisé de son électorat, et sinon, elle nous avoue qu'elle-même, elle est plus trudeauiste que nationaliste libérale au sens classique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est assez triste, en fait, parce qu'on aurait pu s'attendre à l'unanimité de la classe politique québécoise sur quelque chose d'aussi élémentaire que dénoncer l'injustice 50 ans plus tard de ce qu'aurait été octobre pour le Québec. Et il y avait Patrick Belrose, journaliste du Journal de Montréal et du Journal de Québec, qui, lors du point de presse de Mme Anglade, dit, pourquoi vous avez refusé d'appuyer cette motion? Elle a dit, c'est quand il y a quand même eu des enlèvements, des bombes, etc. Et là, Patrick Belrose a dit, donc, vous justifiez les arrestations qui ont été faites avec la loi des mesures de guerre, et là elle avait vraiment plus quoi répondre, parce qu'elle semble dire, ce qu'elle semble dire entre les lignes, c'est que il y avait quand même les policiers, le gouvernement avait quand même des raisons d'arrêter ces gens-là. Hey. Mais là, c'est là qu'à un moment donné, et moi j'en suis venu toujours à me demander, il faut jamais sous-estimer la part de l'inculture historique dans la réflexion des gens. Il se pourrait que Dominique Anglade soit pas au courant, ça me surprendrait parce que c'est une femme intelligente, c'est une femme cultivée, c'est une femme qui s'exprime bien, mais il se pourrait qu'elle ne soit pas au courant que les services policiers traquaient déjà le FLQ, avec raison, soit dit en passant, que les services policiers traquaient déjà les poseurs de bombes, que les services policiers prenaient très au sérieux la menace felkiste. Donc ça, c'est une chose. Et elle n'était pas au courant que les Québécois, globalement, ont été très sévères envers le sort réservé, ceux qui ont réservé un tel sort à Pierre Laporte. Mais est-ce qu'elle sait que l'enjeu de la crise d'octobre, c'est pas la répression policière ordinaire de crimes, c'est l'instrumentalisation de la crise pour légitimer l'occupation militaire du Québec, des arrestations massives, des gens qui vont en prison simplement pour leur affiliation politique alors qu'ils n'ont pas le début d'un quart de huitième de lien avec une organisation révolutionnaire ou terroriste. Là, est-ce qu'elle est consciente que c'est ça l'enjeu. Si elle ne l'est pas, il y a d'excellents livres qu'elle peut lire, puis elle peut changer d'avis d'ici quelques jours. Sinon, si elle le sait, et que finalement elle considère que devant tout ce qui est, devant les événements d'octobre, devant la crise du FLQ, l'occupation militaire du Québec était légitime, et l'arrestation massive des gens était légitime,
Qu'elle nous le dise, au moins, ça aura la vertu de la clarté. Et la motion, on oublie quelque chose, c'est que la motion, il y avait deux choses. Premièrement, on exigeait des excuses officielles, mais deuxièmement, on exigeait qu'on puisse libérer les archives pour savoir ce qu'il en est, c'est-à-dire est-ce que la police, la GRC avait infiltré les FLQistes? Et surtout, est-ce que les autorités savaient que le FLQ ne représentait pas une si grave menace? Est-ce qu'ils savaient qu'il était rien qu'une petite vingtaine de petits jeunes mal organisés? Bonne question. C'est à ce moment-là qu'on rencontre la figure de Frédéric Bastien. Oui. C'est la course à la chefferie du PQ, mais qui a exigé récemment l'ouverture des archives d'octobre. Et avec raison. Et je pense que l'ouverture des archives demandée par la santé, de ce point de vue, on voit à quel point, quand un intellectuel se mêle de politique, ça donne toujours des résultats étonnants, mais ça donne des résultats. Manifestement, au Québec, en ce moment, on demande c'est pas Sonia avec son action, on demande les archives. Et bien là, c'est qu'on veut simplement savoir ce qui s'est passé intégralement. Quand on s'intéresse à ces questions-là, quand on fréquente un peu les historiens, on sait que les discussions sont maintenant beaucoup plus avancées que ce qui est sorti pour l'instant dans les textes. C'est-à-dire dans quelle mesure les fédéraux savaient, dans quelle mesure les fédéraux souhaitaient intervenir, dans quelle mesure cherchaient-ils un prétexte pour intervenir. Ça, ces questions-là, elles sont débattues chez les historiens en ce moment. Donc là, on va voir des réponses au fil du temps. Les historiens travaillent à leur rythme. Mais ce qui est certain, c'est que là, les archives, ça permettrait de clarifier la situation. Ça permettrait de savoir ce qu'il y en est. Ça serait bien aussi d'avoir des archives non caviardées. Parce que 50 ans plus tard, de présenter des archives caviardées, ça nous montre d'une certaine manière que le gouvernement fédéral ne dévoile pas l'entière vérité sur un événement qui exige une transparence complète. Donc, demander les archives, c'est élémentaire. Eh bien, ça, apparemment, c'est même de trop pour le PLQ. Je suis étonné. On pourrait s'attendre devant ça à une manifestation d'unité de la classe politique québécoise au-delà des affiliations idéologiques. Il se pourrait, toutefois, que la colonisation idéologique du PLQ par le PLC soit tellement avancée que le PLQ oublie qu'il est le PLQ et non pas la succursale du PLC. Et écoute, la semaine dernière, j'ai parlé à un policier à la retraite qui a plus de 80 ans maintenant, et il avait mis sous écoute Pierre Laporte pendant plusieurs mois. C'est lui qui avait branché les fils pour pouvoir écouter ses appels téléphoniques, parce qu'il y avait des liens entre Pierre Laporte et la mafia italienne à Montréal, et ce policier-là avait averti Robert Bourassa que son ministre du Travail était sous enquête, sous écoute pour des accointances avec le crime organisé. Et on peut se poser la question, et là je ne tombe pas dans les théories du complot, mais on peut se poser la question, et c'est d'où l'importance de voir les archives. Parce que, est-ce que ça faisait l'affaire du gouvernement que soudainement, il puisse se débarrasser de Pierre Laporte? Je pose la question, mais d'où l'importance d'avoir des archives pour savoir tout ce qui s'est passé, là? Ben, je t'avouerais, ça, imaginons qu'on sache que cette hypothèse soit confirmée, tout ça. Pour moi, ça demeurerait néanmoins périphérique dans l'histoire. C'est-à-dire, le fait est que l'éthique personnelle de M. Laporte est un sujet en tant que tel, mais 50 ans plus tard, ce qu'on retient, avec raison néanmoins, c'est qu'il a été tué pour des raisons politiques. Ça, pour moi, c'est la vraie question. Et que Bourassa s'en soit débarrassé ou non, qu'importe tout le calcul qu'il y a avec ça, on tombe quand même sur cette réalité que le FLQ, volontairement ou involontairement, ça on le saura jamais apparemment, mais a quand même entraîné la mort d'un homme. Et ça, pour moi, c'est l'élément central. Puis c'est une tâche dans l'histoire du nationalisme québécois. Puis dans le très bon film Les Roses, fait par Félix Rose, le fils de Paul Rose dit oui, c'est une tâche, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est impardonnable. Donc, on sait consciemment que c'est quelque chose de terrible qui s'est passé dans notre histoire. Apprendrait-on que Pierre Laporte était un sale personnage, ce dont j'en sais absolument rien. Ça ne changerait rien au fait que son exécution politique est absolument irrecevable et impardonnable. Tu as tout à fait raison de le dire. Et Mathieu, Mme Andelade dit, on va arriver avec notre propre motion. Ça va être quoi selon toi?
la motion du Parti libéral du Québec. Je devine qu'ils vont vouloir intégrer une référence explicite ou encore plus à la porte ou à la condamnation de la violence politique. Donc là, c'est en soi qu'on ait intégré dans une motion sur octobre une référence à la dénonciation de la violence politique passe encore, mais c'est que ça arrive dans les circonstances après avoir dit non à la première. Là, on appelle ça c'est français direct du rétropédalage. Mais c'est comme si ça justifiait ces arrestations arbitraires qui avaient rien. Et moi, c'est ça que j'espère que Mme Anglade, qui apprend encore son rôle de chef, disons ça comme ça, on va être poli, elle apprend encore son rôle de chef. J'espère qu'elle se rend compte en ce moment qu'elle touche à ce qui est plus fondamental en politique, c'est souvent le plus symbolique. Hein. Le symbolique, c'est ce qui légitime l'action politique, c'est ce qui tient les hommes ensemble, c'est ce qui rassemble une collectivité. Si elle décide de dire que finalement, à sa manière, de son point de vue, d'une certaine manière, l'occupation militaire du Québec et l'arrestation massive de citoyens pour crimes de mauvaise opinion politique est légitime de quelque manière que ce soit, si elle le dit, j'espère qu'elle se rend compte que ça peut lui coûter politiquement assez cher. Elle qui officiellement dit vouloir se réconcilier avec les Québécois francophones, elle devrait se rappeler qu'on ne piétine pas ainsi la mémoire d'un peuple. Et j'ai tendance à croire que Mme Anglade a ce qu'il faut pour être capable de parler à l'électorat qui a manqué au Parti libéral. C'est une femme intelligente, c'est une femme que l'on sait, c'est une femme décidée. Bon, est-ce qu'elle est consciente de ce qu'elle fait en piétinant c'est incroyable. Du Québec? Je me pose la question, est-ce qu'elle légitime vraiment, je le redis avec les mots qui me semblent exacts, l'occupation militaire du Québec, justifiée par l'instrumentalisation de la crise d'octobre par les fédéraux pour casser le mouvement indépendantiste et mettre des Québécois en prison simplement pour leur allégeance politique? Est-ce qu'elle sait que c'est ça l'enjeu, là? Si elle sait que c'est ça l'enjeu, au moins qu'elle tranche sur ça, qu'elle ne se perde pas dans les considérations périphériques. Et l'odieux Don McPherson, qui dit, c'est bizarre que le PQ critique la loi des mesures de guerre alors que la loi 21 qu'ils appuient, elle est aussi liberticide. C'est-tu écœurant de dire ça? Oui, c'est écœurant, mais disons que c'est d'abord et avant tout idiot. Mais et sachant d'où ça vient, est-ce que ça nous étonne vraiment? OK, merci. Bon week-end, Mathieu. Bonne journée. Salut. Lorsque votre plan sur 5 ans devient un plan sur 5 jours, vous savez que vous faites affaire avec l'inhabituel. Exportation et Développement Canada est là pour aider les entreprises de toute taille avec des solutions financières et des conseils d'experts. Visitez edc.ca dès aujourd'hui.